je dis que je suis heureux avec toi, je mens. Excusez-moi d'exister, excuse mes sentiments. Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté. Comment écouter de la musique lorsqu'on ne peut pas l'entendre ? Comment regarder un tableau lorsqu'on ne peut pas le voir ? Comment saisir une œuvre et capter son émotion lorsqu'elle ne nous est pas destinée ? Parce que l'accessibilité à l'art est une question d'une infinie complexité, faite de ressentis, de traductions, d'interprétations parfois erronées, nous avons réuni 6 personnes, aveugles, sourdes ou malentendantes. Nous leur avons demandé de nous aider à mieux comprendre ce que doit être pour eux l'accessibilité à l'art et jusqu'où elle pouvait aller. Pendant plusieurs mois, nous avons cherché avec eux les initiatives les plus impactantes, les ponts les plus ingénieux, pour permettre à l'art d'être un vecteur de partage au-delà du handicap. Pigalle, samedi, minuit, capote, saloperie, carotte. Danser ce soir, Méphisto à la côte. Nous commençons cette enquête avec Victor. Victor a 75 ans, il est sourd de naissance. Il a été initié très jeune au langage des signes. C'est même un militant en la matière. Et pour partager ce monde avec les entendants, il écrit des livres sur sa langue, sur son univers, sur lui aussi. Nous avons proposé à Victor d'assister à un concert, le hip-hop symphonique. La Maison de la Radio a invité pour l'occasion Laetitia Tual et Adamo, 2 chansigneurs dont le métier est de traduire des chansons en signes, mais aussi en rythme. Des militaires, à mort les porcs, en décor sur les murs dehors. Et facile étudier le terrain. 1, 2, 3, ça sent le fou, frère d'awa, réalité dans l'escalier, le petit sauté, les grands individus. Camé, amené au canet, planté. Tu me pousses, te touches qu'à tous. Nos vies, c'est nos bourses. Bonjour à vous deux. C'est vrai que quand je vous ai vu sur scène en chansigne, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai adoré. Je voyais le chanteur, je voyais que c'était bien, complètement synchrone. C'était formidable. C'est une très belle langue. Il y a Letty qui est là face à moi, qui est entendante, qui maîtrise complètement la langue des signes. Comment vous travaillez ensemble avec les musiciens ? Est-ce que vous échangez avant ? Est-ce que vous faites un travail autonome ? Comment ça se passe ? La situation ici est assez exceptionnelle parce que les gens qui étaient là sont vraiment des stars du rap. Alors que normalement, on peut échanger avec les artistes. Donc, on a eu un contact avec les gens de la production, on a eu les textes. Parfois, j'avais des questions à poser parce que j'hésitais sur le sens. Donc, on envoyait des demandes d'explications. Par rapport à la musique, j'ai fait des recherches sur l'univers des artistes. C'est 2 mois de travail, ce que j'ai fait là. Il y a la poésie aussi, il y a des styles différents. Et puis, il y a des signes d'argot, les signes de la rue. Il faut prendre tout ça. Et puis, adapter à partir de tous ces registres-là à la personne qui chante. Et toi, Adamo, je voudrais te poser une question. Ta représentation a été formidable. Tu n'entends rien, tu es sourd de naissance, mais tu étais complètement en rythme. Comment tu arrives à faire ça ? Tu peux m'expliquer comment tu travailles ? La première chose à dire, c'est que je sens quand même les vibrations. Les personnes sourdes, on a toujours un minimum de contact avec la musique, de contact corporel, visuel. Il y a toujours quelque chose qui passe. Et puis la langue des signes, le chant-signe, c'est vraiment quelque chose qui est très riche, qui peut être très varié. Il y a le vocabulaire, il y a la forme qu'on peut lui donner. C'est vrai qu'on peut vraiment partir sur des créations. Le problème pour moi, c'est le texte, les phrases. Moi, je suis sourd et c'est vrai que j'ai eu des mauvais enseignements du français, donc j'ai un petit niveau de français. Heureusement, j'échange beaucoup avec Letty. On travaille ensemble, on discute et on collabore avec un groupe d'artistes aussi. On a beaucoup d'échanges justement sur la traduction. Et puis là, il y a des textes qui étaient vraiment du rap. Il fallait bien comprendre le sens des choses qui viennent des quartiers, pas des voyous. Des choses qui viennent de la rue, l'argot, l'humour, les jeux de mots, toute cette culture. Donc il fallait avoir accès à tout ce langage. Ça peut être contre la politique, ça peut être des choses drôles, ça peut être les gens qui traînent dans la rue qui ne savent pas quoi faire, ça peut être du verlan ou des choses qui font rire. C'est vraiment un langage de clan, de quartier, donc il fallait préparer tout ça. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas 309 keufs, prépare ton bluff 22, la queue bleue bave, buté, fait feu, bouge tes seufs. Le diable débarque au check-up. Pendant les premières larmes, on fait appel à la flamme pour calmer les âmes. Ça veut se venger dans la foulée. Les mots, la voix, une voix moyenne, le texte pas terrible.
Pour moi, ça m'évoque rien du tout. Mais moi, ce que j'adore, c'est le visuel. Voir les chanteurs, voir quelqu'un qui joue de la musique, de voir leur comportement, quelqu'un à la batterie, je trouve ça super beau. Même si je n'entends pas les mots. Par exemple, j'aimais bien Elvis Presley, ça me fascinait complètement. Même si je n'ai pas accès aux mots. Mais le visuel, ouais. Regarder la musique ou entendre un tableau. Jamchid est aveugle depuis son plus jeune âge. Petit, il percevait encore un peu de lumière et de couleur, mais pas suffisamment pour en garder un souvenir précis. Il y a des représentations qui me manquent et donc les arts visuels sont à la fois pour moi mystérieux et parfois aussi un peu frustrants. Je me rappelle que pendant des années, je me demandais comment on pouvait, par exemple, dessiner une montagne sur une surface plate. Ça, je n'arrivais pas à imaginer que ça soit possible. J'éprouve quand même une grande curiosité vis-à-vis de tout ce qui est visuel parce que ce sont des représentations, des notions qui me manquent et j'ai l'impression que j'en ai quand même besoin pour vivre et pour comprendre les autres, pour communiquer, pour partager. Donc je vais en toute modestie vers les arts visuels sans avoir de grandes prétentions, mais je pense que ça m'apporte quelque chose. Mais ça ne m'apporte pas des plaisirs sur le plan émotionnel, ça m'apporte des connaissances. Ce n'est pas le même genre de plaisir que par exemple la musique ou la poésie que je peux aborder d'une façon pleine et entière. La compagne de Jamchid est photographe et sa fille est en école d'art. Il les suit donc régulièrement dans les musées où il se fait décrire les tableaux. Alors aujourd'hui, nous avons proposé à Jamchid de troquer ses accompagnantes habituelles pour une souffleuse d'images professionnelles. Dans un champ, je dirais, et une très belle femme qui est apparue juste à côté d'eux. Devant nous aussi, la représentation d'une femme qui vient d'apparaître et elle porte une sorte d'amphore sur sa tête. Donc je pense que c'est une femme qui travaille, qui est allée chercher de l'eau sûrement puisqu'elle se trouve devant un cours d'eau. Au-dessus, on voit une maison qui est représentée, donc au loin, mais qui est assez abstraite. On distingue seulement la silhouette de la maison et pas vraiment les détails. Et là, on a une fumée noire qui vient de se répandre tout autour du mur, qui a caché toutes les couleurs sauf la femme qui était représentée. Les souffleurs d'images, c'est un service de l'association Souffleurs de Sens. Souffleurs d'images met en relation des personnes aveugles et malvoyantes avec des bénévoles qui sont amateurs ou étudiants en art ou en tout cas qui ont une certaine connaissance de l'art. Et le but est que le bénévole décrive à la personne tout ce qui ne lui est pas accessible. C'est autre chose que l'audiodescription. C'est plutôt un accompagnement vraiment individualisé, un vrai échange entre deux personnes qui vont pouvoir aussi discuter, évoquer leur goût. Le but aussi est que le soufflage soit vraiment axé sur les préférences de la personne. Le soufflage, c'était très bien fait. Je remercie Célia de m'avoir donné une impression aussi précise que possible de ce qui se montrait. Et ça n'est pas très facile parce qu'en fait, la perception d'un aveugle est à l'inverse de celle de quelqu'un qui voit. Notre perception est analytique alors que les gens qui voient ont une perception synthétique, c'est-à-dire qu'on entre dans une pièce, on voit tout d'un seul coup et après on essaye d'analyser, voire individualiser les différents objets, les différents aspects de la pièce alors qu'un aveugle fait l'inverse. Il a une perception analytique, il touche la porte, il touche les chaises, les tables, les choses qui sont accrochées au mur. Et à la fin, il synthétise dans son esprit et il fait une impression globale. Analyser les arts visuels avec la parole et le toucher. Au Petit Palais à Paris, Aliénor découvre les œuvres de Monet du bout des doigts. Aveugle de naissance et passionnée d'art et de culture, elle a centré sa vie sur la musique, entre son métier de professeur agrégé et sa casquette d'autrice-compositrice. Donc vous voyez, on a essayé de rendre la touche de Monet parce qu'il a vraiment fait cette touche comme ça, tourbillonnante et très en matière. Le musée propose aux visiteurs aveugles et malvoyants tout un panel d'outils pour éveiller leurs autres sens, des morceaux de toile en relief, des odeurs pour faire vivre une nature morte, de la musique, des textes et même des maquettes pour se projeter encore un peu plus dans les œuvres. Elle est disposée comme ça.
Et ça donne accès donc à cette autre pièce qu'on voit qu'en partie, et on voit, donc ce que vous touchiez là, c'est la cheminée et puis le rebord. Alors il y a une chaise qui est contre le mur du fond, sous le miroir. J'avais très envie qu'on travaille sur le handicap visuel parce que dans un musée, c'est vraiment un challenge. Donc il y avait déjà cette dimension, voilà, comment faire venir des gens qui n'y voient pas et comment surtout qu'ils y trouvent leur place aussi au milieu des autres. L'accessibilité, l'idée de base, c'est quand même celle-ci. Donc je vous ai parlé de la découverte de l'architecture. Du coup, ce qu'on avait envie de faire découvrir aux personnes qui n'y voient pas, c'est la peinture. Donc ça rajoute encore un deuxième challenge parce qu'en général, dans les musées, quand on veut faire découvrir des choses aux personnes qui n'y voient pas, on s'intéresse surtout à la sculpture. Hein. Comme je vous l'ai dit quand je vous ai montré la table tactile, le toucher c'est déjà à la base de la sculpture. Comme ça se faisait déjà beaucoup, je me suis dit on va essayer de parler de peinture et d'avoir une approche qui soit inclusive, c'est-à-dire qui permette vraiment de rendre les œuvres accessibles tout en les respectant, tout en essayant vraiment de faire passer auprès de ce public qui ne s'intéresse pas toujours à cet art de la peinture parce qu'il le pense inaccessible pour lui, de vraiment faire comprendre les enjeux de la peinture, les enjeux plastiques aux différentes époques, en fonction de la personnalité des différents peintres. L'organisatrice est vraiment une passionnée, donc en fait j'avais vraiment le regard d'une passionnée d'art qui à la fois a tout fait pour le rendre accessible et je trouve que cette double chose était extraordinaire. Il nous explique l'architecture, il nous montre éventuellement des maquettes. Reynald est ce qu'on pourrait appeler une joyeuse retraitée. Elle a consacré une partie de sa vie à l'accessibilité, en apprenant le braille à des personnes atteintes de cécité. Aujourd'hui, elle profite de son temps libre pour se consacrer à ses loisirs, la musique, la danse, le théâtre aussi. Elle nous a proposé de l'accompagner pour assister à une pièce, Ton père, de Christophe Honoré. Ma fille a lu ça avec sérieux, insistant sur le « teuse » de « douteuse ». Quel était le problème? On a tenu à me faire savoir qui j'étais, on a tenu à m'emmerder un peu, espèce de père gay que tu es. Bonsoir, bienvenue sur, donc vous êtes sur le décor du spectacle Ton père, qui est disposé, nous on appelle ça en quadrifrontal, c'est-à-dire que le public est disposé en carré autour des comédiens qui jouent dans un espace central et l'ensemble du plateau est recouvert de moquettes vertes. Grâce à une association qu'elle fréquente régulièrement, Accès Culture, Reynald participe à une introduction du spectacle conçue pour les personnes aveugles. Les acteurs parlent de leur rôle, les régisseurs leur décrivent la scène et les invitent à toucher des éléments du décor. Et on a un narrateur principal dans cette pièce et il ne cesse de revenir entre le présent et le passé et sa jeunesse quand il avait 16 ans et c'est manifesté par cette veste de cuir. Je peux vous faire toucher. Ah, c'est beau ça. Et dès qu'il la porte, il redevient cet adolescent de 16 ans. Ok. Et on a aussi dans le spectacle tout un... Non, c'est noir. C'est noir. Et l'intérieur aussi noir? Ouais, tout est noir. Et il y a un moment dans le spectacle où c'est une scène de nuit dans un parc. Donc le plateau est complètement obscur et ils sont éclairés simplement avec des toutes petites lampes torches. J'en avais ramené une. Ressentir un peu mieux le spectacle grâce à de minuscules détails dont les mains se souviendront, se représenter la scène et ses déplacements avec le corps comme vecteur. C'est aussi par le corps et le toucher que nous avons proposé à Yasmine, 21 ans, et passionnée par la danse, de redécouvrir la musique. Yasmine est sourde de naissance, mais on lui a implanté un appareil qui lui permet désormais d'entendre. Nous l'avons emmenée à La Ciotat, dans l'atelier d'une jeune artiste qui conçoit des instruments à vibration. L'objectif, c'est la rencontre des personnes sourdes et entendantes dans un contexte musical, en proposant un instrument, on pourrait dire adapté, puisqu'il est à résonance corporelle. Le principe, c'est une tige de métal qui est mise en tension par les cordes et qui, au contact du corps, sert de transmetteur des vibrations. Tu peux appuyer sur des cordes, si tu veux, là où il y a les indicateurs blancs, par exemple. Voilà, par exemple.
Vas-y. D'accord, donc en fait les entendants et les sourds vont jouer ensemble. Les entendants donc, vont entendre par le son et les sourds par les vibrations. Oui, il y a une perception tactile du son par les sourds. Après, il y a un dispositif là qui a été mis en place. Toi et Lily, vous êtes assises sur les enceintes pour recevoir la batterie électronique et pour pouvoir répondre avec l'instrument. Cette idée, elle est née quand j'étais aux Beaux-Arts, que je faisais mes études aux Beaux-Arts. Et je travaillais beaucoup la question du son, de l'interrelation entre le corps, le son et l'espace. J'en suis venue à me poser des questions sur la relation du musicien avec son instrument. Je me suis intéressée aussi à la mécanique du son dans le contexte d'un instrument de musique. À quoi sert une caisse de résonance et comment faire se rejoindre le corps et la structure de l'instrument. J'en suis arrivée à la conclusion que la meilleure partie du corps pour recevoir les vibrations, c'est le thorax, le ventre. Et c'est sur ce point-là que j'ai fait se rejoindre les deux structures. Donc j'ai joué un peu comme une guitare. Personnellement, j'ai jamais testé d'instrument de musique. C'était la première fois que j'ai testé et donc j'ai trouvé c'est agréable d'essayer de jouer et en même temps de ressentir les vibrations dans le ventre. Donc d'essayer avec mes implants et sans implants, c'est complètement différent. Donc c'est assez impressionnant. Par contre, j'ai trouvé que c'était quand même assez lourd. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas l'habitude. Ce principe de traduction de la musique en vibration, on le retrouve sur d'autres types d'accessoires, comme les gilets vibrants. Ces gilets que l'on connecte à une source de musique pour le faire vibrer en rythme. Grâce à l'entreprise Timpy, nous sommes parvenus à nous en procurer un et nous avons réuni toute notre petite équipe pour le tester. Ishvaren a 25 ans et il termine ses études en psycho. Sourd de naissance, lui aussi a été implanté. Le sentiment que j'ai reçu, c'est comme si on était dans un concert, dans la fosse tout devant, et qu'on ressentait vraiment la batterie qui vibrait et tout, dans le cœur, dans le corps. Et c'était étrange, mais les vibrations, c'est une bonne chose pour remplacer la musique. Mais je pense que pour les sourds qui n'ont jamais entendu la musique, c'est une bonne façon, mais pour les sourds qui sont implantés, je ne suis pas sûr que c'est une bonne façon, parce qu'en tant que sourd qui a déjà entendu la musique, elle apporte quand même quelque chose de plus émotionnel, il y a de l'émotion, et on peut ressentir de la joie, de la tristesse et tout, à travers la musique, tandis que les vibrations, c'est juste pour danser finalement, pour s'ambiancer, il n'y a pas vraiment d'émotion liée aux vibrations. On vit quand même dans une société qui est entendante, majoritairement entendante, donc le fait de pouvoir écouter la musique, c'est quand même important dans le sens où on peut partager quelque chose qui est accessible dans toutes les cultures au final. Et donc la musique, même si les sourds ou malentendants ont des difficultés à écouter, c'est quand même quelque chose qui nous unit tous au final. Et c'est super important pour moi de le faire ressortir par différents moyens. Après le test des gilets vibrants, rendez-vous avec Inès, professeure de danse accessible, pour une séance d'éveil collectif des corps. On va faire ce que j'appelle la danse des corps. Donc, c'est comme si on dessinait dans l'air autour de nous. On va rester dans cette configuration pour l'instant, on ne va pas traverser l'espace. Et on va utiliser différentes parties du corps. Donc, il y aura la main droite, le coude droit, l'épaule droite, main gauche, coude gauche, épaule gauche, les hanches, genou droit, pied droit, genou gauche, pied gauche, et la tête à la fin.
Les ateliers de danse maintenant, ça me procure vraiment du plaisir. J'y suis allée au début, il y a une dizaine d'années, je suis des ateliers de danse. C'était surtout pour bouger plus mon corps, pour assouplir, j'avais besoin de bouger en fait, voilà. Au début c'était un petit peu compliqué, j'étais en pleine réflexion sans arrêt, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je sais pas quoi bouger, est-ce que je bouge un bras, est-ce que je bouge l'autre, tout ça. Et maintenant j'ai plus du tout ça, c'est vraiment, je rentre dans ces ateliers vraiment avec du plaisir. Et le fait de danser, pour moi, ça devient vraiment une libération. On va commencer avec la main droite. Ça peut être des mouvements très petits ou plus grands. On peut essayer à dessiner, on dessine devant soi, ça c'est notre habitude, mais peut-être qu'on peut aller vers les côtés ou vers l'arrière même. On peut aller vers les hauts, dessiner vers les hauts comme si on dessinait au plafond. J'ai adoré l'atelier de danse auquel nous avons assisté. Déjà, j'ai beaucoup aimé le fait que nous soyons tous ensemble, sourds et aveugles. Ce qui est drôle, c'est que j'ai mis du temps à rentrer dedans au début. C'était peut-être un petit peu mon côté prof, du fait que je suis prof moi-même, je ne sais pas. Mais du coup, j'avais le côté bon élève où je faisais exactement ce qu'elle disait trait pour trait. Et donc dès lors que j'ai compris qu'on pouvait avoir une amplitude beaucoup plus grande et tout ça, en fait je me suis vraiment concentrée sur mon moi intérieur et à ce moment-là j'ai vraiment compris qu'en fait elle donnait des directives mais que nous après on avait une liberté immense et là je me suis lâchée et ça a été vraiment extra et j'ai vraiment adoré cet atelier parce que je trouvais qu'elle était comme un guide mais sans donner trop de directives. Et en fait, ça nous laissait en fait, une grande exploration pour notre corps. Qu'est-ce qui se passe si l'épaule va vers l'arrière? Peut-être qu'il y a tout un tour qui se fait. Allez-y, hein? Voilà, il y a l'arrière du corps qui existe aussi. Et on change, on va aller au bassin. Donc c'est le bassin qui guide le mouvement. J'ai eu l'impression que le fait, par exemple, de ressentir, de prendre conscience de son corps, ça permet aussi de développer l'imaginaire visuel, la représentation visuelle qui nous manque pour aborder beaucoup de domaines, notamment dans les arts plastiques. Il y a des gens qui pensent que de toute façon, un aveugle par exemple ne peut jamais ressentir les arts plastiques, un malentendant ou un non-entendant ne pourra jamais ressentir la musique, et d'autres qui pensent que c'est possible, qu'on peut faire des traductions. Est-ce qu'on a la même découverte, le même ressenti? Moi je ne crois pas. Mais ça fait un peu le même effet que la traduction littéraire, parce que si vous lisez bien sûr Shakespeare en français, vous n'avez pas les mêmes émotions, le même ressenti que si vous le lisez en anglais. C'est un peu une perception de seconde main, mais c'est quand même intéressant et ça permet de communiquer, ce qui est quand même mon souci. Mon souci, c'est que les personnes handicapées ne soient pas coupées du fait de leur perception spéciale, de leur représentation différenciée. Et je suis content de voir que finalement on peut quand même discuter de beaucoup de choses ensemble. Et c'est certainement en grande partie grâce à cet effort. Des gestes aux mots, des vibrations aux matériaux, de l'émotion pure au partage de la culture, l'accessibilité à l'art continue à se construire peu à peu grâce aux efforts et à la créativité de ceux qui réinventent les œuvres pour les offrir à tous.